À la une ce soir, visite du préfet de Martinique dans la commune du François, rencontre avec les populations sinistrées après les intempéries de lundi dernier. Un fonds de secours sera mis en place pour indemniser les victimes. Une journée pour découvrir le métier d'accueillant familial. Ils sont 62 en Martinique. Ils ont pour rôle de recevoir des personnes âgées ou dépendantes, une profession qui a de l'avenir chez nous. Il sera question de santé, l'hémophilie, cette maladie génétique occasionnant des problèmes sanguins. Nous recevrons Justin Bonali du comité des hémophiles de Martinique, accompagné de Nicolas Giroux de l'association des hémophiles de France. Enfin du sport, premier choc des finales de play-off en basketball. Hier soir, victoire de la Gauloise face au Lyon. Chez les garçons, les Joséphins ont pris l'ascendant, résumé dans votre page sport à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre notamment en direct depuis notre page Facebook. On commence ce journal avec cette visite du préfet de Martinique après le président de la CTM hier soir. Le représentant de l'État s'est donc rendu dans la commune sinistrée. Il a annoncé le déblocage d'un fonds d'urgence du ministère de l'Outre-mer pour aider ceux qui ont presque tout perdu. La demande de catastrophe naturelle sera examinée rapidement par le gouvernement. Une visite de terrain aux côtés des habitants pour qui ce lundi 16 avril reste une journée éprouvante. Le reportage de Louis Sabas. Près d'une semaine après les intempéries, Palmyre est toujours sous le choc. Je ne sais pas. Dans le bourg, cette riveraine du lotissement Eucalyptus a vu sa dernière heure arriver. Le niveau de l'eau a atteint les 2 mètres. Elle raconte sa frayeur au préfet de Martinique en visite sur le terrain. Le gars de les barrières là, m'a demandé, nous finissons. Derrière, pourquoi vous avez mis là devant, les mis là, m'a demandé. Michel, là où m'a gardé mon démarche stable pour de l'eau à la maison, ma assise m'a plaît, m'a demandé aujourd'hui à maman. Au François, ce sont 273 millilitres d'eau qui sont tombés, bien plus que le sol ne pouvait en absorber en quelques heures. Cette maison du quartier Champotte a résisté à un glissement de terrain avec à l'intérieur Albertine. Aujourd'hui, elle bénéficie du soutien du RSMA pour dégager sa maison. Elle espère désormais une aide financière afin de réparer les dégâts. Pas de lit, matelas, beaucoup de choses. On a fini pour moi faire une déclaration. Comme merci, comme Méazaoui. Merci Limédizaoui. Alors, toute manière, il y a une aide bas, moi. Des aides comme celle induite par la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et d'un fonds de secours. L'objectif de l'équipe municipale qui a invité le préfet de Martinique à cette visite sur le terrain. Nous avons quasiment 50 familles impactées. Vous avez dû voir aujourd'hui, certaines personnes ont tout perdu. Nous avons fait une demande de catastrophe naturelle, de classement de catastrophe naturelle, et j'ai demandé aussi au préfet d'activer le fonds de secours. Pour CatNat, il faut que les gens soient assurés, mais pour les fonds de secours, ce sont des aides à côté. Des aides de l'État qui pourront permettre d'aider les gens qui ne sont pas assurés. Et les choses semblent être en bonne voie. Dès les premières alertes d'inondation, le sénateur de Martinique et ancien maire du François, Maurice Santiste, et le préfet ont informé de la situation la ministre des Outre-mer. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a été mise au courant immédiatement. J'étais moi-même présent aux côtés d'elle et de certains parlementaires martiniquais, notamment Maurice Santiste. Et d'ores et déjà, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle allait mobiliser ce qu'on appelle le fonds de secours, qui est un fonds d'urgence du ministère des Outre-mer. Et puis elle allait accélérer personnellement la procédure de déclaration de catastrophe naturelle. Et ça, c'est important parce que ça permet aux gens de percevoir des aides et de percevoir les remboursements d'assurance beaucoup plus rapidement. Difficile de connaître le montant des dégâts sur le François. Mais l'heure est maintenant au recensement des ouvrages communaux et des particuliers impactés par les intempéries. Ces informations serviront à la constitution du dossier de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui devrait être déposé ce vendredi à la préfecture de Martinique. C'est le deuxième titre de ce journal, cette journée portes ouvertes organisée par l'association des hébergeants résidentiels familiaux, autrement dit les accueillants familiaux. Leur métier, recevoir les personnes âgées ou handicapées. Le reportage de Guy Raphaël René. Gérard est accueillant familial depuis 10 ans.
Une activité qu'il exerce à temps plein après de longues années dans le domaine du paramédical. Servir, aider les gens, eh bien, c'est tout simplement cette motivation que j'ai eue qui m'a aussi poussé pour devenir famille d'accueil. Les gens que nous accueillons, ils deviennent très rapidement, ils font partie intégrante, ils deviennent très rapidement comme un membre de la famille, comme un grand-père ou comme une grand-mère. Ils font à manger, ils nous font la lessive, ils nous font sortir, on va à la plage. Oui, et bientôt les vacances. Hein? Donc tu es heureuse. Ben oui. Et tu regrettes. Je suis contente. Donc tu es bien contente, tu ne regrettes rien. Non. Voilà. France fait partie de ces personnes qui vivent dans une famille d'accueil depuis 1 an, après le décès de sa mère. J'ai eu ma soeur qui est proche de moi, hein, c'est ma soeur. Donc elle a décidé de me mettre un petit peu chez quelqu'un pour que je puisse me remédier de cette douleur à cause du décès de ma mère. Heureusement qu'il y a ça pour certaines personnes qui se retrouvent en difficulté comme la mienne. Pour devenir accueillant familial, il faut d'abord obtenir un agrément, valable pendant 5 ans et renouvelable. Il permet aux accueillants d'héberger au maximum 3 personnes. Une personne qui se dit tiens, mes enfants sont partis, la maison est devenue trop grande, pourquoi pas devenir famille d'accueil, accueillir chez moi des personnes âgées ou adultes handicapés. Il faut que cette personne formule sa demande auprès de la collectivité territoriale. Et ensuite, il y aura des contrôleurs de l'aide sociale qui iront au domicile pour évaluer les normes du logement et ces postulants à l'agrément auront aussi un entretien de nature psychologique. L'accueillant familial, une profession à part entière réglementée depuis 1992 en Martinique, mais qui est peu connue. Il faudrait que les gens arrivent quand même à s'informer sur notre profession et puis qu'on soit vraiment mieux reconnus. Nous avons justement organisé cette journée parce que nous voulons informer le public qu'à part les EHPAD, ils peuvent aussi trouver des hébergements comme les nôtres, des hébergements, comme je dirais, famille d'accueil, comme on dit, à titre onéreux. Alors ces personnes doivent avoir les moyens financiers pour pouvoir être hébergées dans les familles d'accueil. Maintenant, si ces gens, effectivement, n'ont pas suffisamment ces moyens, comme je vous ai expliqué, il y a aussi les CCAS. On monte un dossier à la CCAS pour avoir une aide sociale avec la CTM. Aujourd'hui, 120 personnes sont accueillies dans 62 familles agréées en Martinique. Dans un instant, votre JT des communes du samedi ce soir, direction le Verpré, dans la commune du Robert, où le commerce de proximité a encore de l'avenir, vous le verrez dans ce reportage de Loïc Régis. Et puis toujours au Verpré, une histoire d'amour entre la Martinique et le Vietnam, rencontre avec un couple formé par la guerre, uni depuis des décennies, 9 enfants, une famille à découvrir dans un instant. Mais d'abord, comme je vous le disais en titre, on va parler santé avec cette rencontre autour de l'hémophilie, une maladie génétique qui provoque des dysfonctionnements au niveau du sang. Journée portes ouvertes aujourd'hui à l'initiative du comité régional d'hémophilie de Martinique. Nous recevons son président Justin Bonani. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné de Nicolas Giraud, qui est donc un représentant de l'association de Florence et l'hémophilie. Bonsoir et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors d'abord, avant d'avoir le témoignage notamment de malades atteints par cette maladie, est-ce que l'on sait combien de personnes sont touchées en Martinique ? Alors, nous avons le triste privilège d'avoir une population qui est nettement supérieure à la moyenne nationale. Nous sommes environ 400 hémophiles et Villebrandt à la Martinique. Est-ce que l'on sait pourquoi la Martinique est plus touchée ? C'est une maladie génétique, donc on ne peut pas vraiment savoir pourquoi. Il y a des populations qui sont arrivées ici et qui ont transmis la maladie à d'autres. Et puis, nous sommes plus touchés ici, c'est-à-dire que nous avons un taux supérieur au taux moyen de la Caraïbe, où on rencontre les mêmes peuples, probablement parce que nous avons été pris en charge de manière très, très, très précoce par un bénévole qui a vraiment acté pour sauver les hémophiles martiniquais, et nous ne pouvons que le remercier. Alors, l'hémophilie, une maladie, je le disais, génétique qui touche notamment la composition du sang. Est-ce qu'on peut rappeler quels sont les symptômes de cette maladie, Nicolas Giraud ? Alors, les symptômes de cette maladie sont
Pour les plus sévères, ce sont des saignements spontanés, je dirais, bien souvent situés dans les articulations. Donc qui empêche au fur et à mesure des saignements répétitifs une diminution de la mobilité et un handicap certain pour pouvoir se déplacer. Oui, une maladie qui peut avoir des conséquences notamment sur la vie du quotidien. Justement, on va écouter quelques témoignages recueillis ce matin par Michelet François lors de cette journée portes ouvertes. Quand j'étais jeune, par manque de traitement, j'ai été atteint par des soucis articulaires. Ce qui fait que j'ai un petit peu certaines séquelles au niveau des genoux, ce qui fait que des fois, ce n'est pas toujours évident. Mais avec les nouveaux traitements, justement, ça s'est amélioré et ça va beaucoup mieux. Je n'ai pas eu de gros problèmes avec ma maladie parce qu'on est très bien soigné. Donc c'est vrai que pour une femme, les premiers saignements, c'est les premières règles. Donc là, j'ai eu une hémorragie au départ, mais bon, qui a été vite traitée par des produits et mise sur pilule en continu. Donc qui fait que les saignements, je n'en ai plus à ce niveau. Et j'ai eu à subir des problèmes au niveau articulaire. Parce au collège, pendant le sport, j'ai eu à tourner ma cheville de manière assez fréquente. Et en fait, ça m'a procuré une arthrose au niveau de la cheville. Et donc, de temps en temps, elle se réveille et j'ai des gonflements, des saignements. Et avec les produits, en me perfusant, ça réduit le gonflement et je peux à nouveau avoir la mobilité de mon articulation. Extérieurement, ça ne se voit pas. En fait, ce qui peut être vu, c'est les troubles qu'on a dû subir ou qu'on a encore au niveau des articulations. Mais physiquement, on ne voit pas quelqu'un, on ne peut pas dire que cette personne est hémophile ou Willebrand. C'est plus interne, c'est suite à des traumatismes, à des saignements, des hémorragies, etc. Donc qu'on peut la déceler. Parce que quelqu'un, comme il y a plusieurs degrés, quelqu'un qui est modéré, donc qui n'a pas forcément des saignements importants, peut vivre longtemps sans le savoir. Mon père, lui, il ne l'a su qu'à la suite de son accident. Et il travaillait, donc il était déjà bien, avait un certain âge quand même. Voilà pour ces témoignages. Justin Bognali, est-ce que le diagnostic aujourd'hui est efficace ? Le diagnostic est très efficace et notre but aujourd'hui, c'est de faire connaître au plus grand nombre que cette maladie existe et que cette maladie peut être très bien soignée, que le confort des malades peut être assuré si les gens sont informés, les personnes sont informées. L'éducation nationale doit être informée, les soignants doivent être informés. Nous avons ici des structures qui sont en place et ces structures doivent être saisies très rapidement lorsque l'on voit qu'une personne saigne beaucoup. L'expression « une personne saigne beaucoup », il y a une cause à cela. Donc, c'est qu'il y a un trouble de la coagulation et on doit immédiatement alerter le CRTH qui s'appelle maintenant Centre de ressources et de compétences. Et nous avons la personne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le Dr Pierre-Louis, qui est à l'origine de la création du comité et qui est aussi médecin référent, qui est directeur du CRC. Cette personne est disponible pour informer et surtout pour aider et répondre aux attentes de ceux dont on dit qu'ils saignent beaucoup. Alors, il faut une surveillance particulière. Qu'est-ce que l'Association des hémophiles de France peut apporter aux personnes touchées par cette maladie ? Alors, l'Association française des hémophiles apporte un soutien. On est là pour aider et porter la voix de l'ensemble des personnes atteintes d'une maladie hémorragique rare. Donc là, on parle de l'hémophilie, mais aussi la maladie Willebrand, comme la dame dans le reportage vient de s'exprimer, pathologie plaquettaire et les autres troubles rares de la coagulation. Nous proposons des actions, des rencontres à thème. Nous avons 7 commissions au sein de la FH, des commissions de pairs, où les gens peuvent se rencontrer et échanger. Et nous proposons aussi des actions sur la recherche pour informer. Et bien sûr, un volet qui est très important pour nous, c'est l'éducation thérapeutique. Parce que l'éducation thérapeutique, on est là pour apporter un soutien au quotidien de la vie des patients et pour améliorer le quotidien et alléger, le fardeau de la maladie. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On retiendra ce chiffre, 400 personnes en moyenne donc atteintes par cette maladie en Martinique. C'est un peu plus que le reste de l'Hexagone. Merci à tous les deux et restez avec nous. On va rejoindre tout de suite le rendez-vous que vous attendez tous en ce samedi. C'est votre JT des communes du samedi présenté par Hubert Bornil, direction Le Verpré, dans la commune du Robert. Merci de nous avoir reçus.
Bonsoir à toutes et à tous. Vers près, car nous Ostroya, une belle bourgade de 6000 habitants avec de grands noms en référence. On pense tout de suite à Jean-Philippe Martelly, Jean-Luc Alger ou encore la famille Labonne. Le Verpré, une grosse bourgade de 6000 habitants avec tous ces petits commerces de proximité. Nous parlerons bien évidemment de l'activité économique dans ce gros quartier du Robert. Et puis, nous verrons également avec cet homme de 90 ans comment il a organisé sa vie. C'est un ancien de la guerre d'Indochine. Voilà pour le sommaire. On se retrouve dans quelques instants. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Mon maï Verpré, Carré Souverain. C'est mon maï Verpré en général, c'est ainsi que cela se dit, les Verpréens, une charmante petite bourgade, on en parlait tout à l'heure, avec tous ces petits commerces de proximité qui ont vu passer des générations de Martiniquais et qui entendent conserver ce lien social. Voyons le reportage de Loïc Régis. Le Verpré, c'est 6000 habitants et ses commerces emblématiques. Ici, nous sommes dans les murs de la famille Labonne. Eugène Pamphile a repris en 2008 une épicerie qui existe depuis les années 70. Il a apporté sa touche au fonctionnement du lieu. C'est un libre-service qui était ouvert de 7h du matin jusqu'à 19h. Et puis nous, on est arrivés, on a fait on a fait quelque chose de nouveau, de 6h du matin jusqu'à 22h le soir sans interruption. Au départ, on me traitait un petit peu de fou. Puisqu'on disait que c'était une commune, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, mais finalement, on se rend compte que les gens ont un réel besoin de cette disponibilité de ces services. Si les acheteurs viennent de tous les coins de la Martinique, la clientèle habituelle joue son rôle. Quand je besoin de produits un dépannage, je sais où me trouver. Surtout le dimanche après-midi. Ça a un avantage parce que des fois, à la dernière minute, on a besoin de quelque chose et puis voilà, on se décide d'aller prendre un truc et puis voilà. Le patron applique une politique solidaire qui a pratiquement disparu de nos jours, le crédit en cas de coup dur. Souvent, les gens, ils ont tendance à ne pas avoir trop les moyens en fin de mois, d'où ça m'arrive de faire des crédits. Alors que beaucoup de gens ne le font plus, mais je trouve ça un peu dur de refuser certaines personnes de quoi boire, de quoi manger. Donc, je prends ça pour un magasin, un libre-service de proximité, d'où on n'est pas Carrefour, on n'est pas géant. Un commerce de proximité où tous les âges se côtoient. Ce lien entre les générations, Christelle a tenu à l'assurer en reprenant le commerce de sa grand-mère. Un héritage familial qu'elle souhaite absolument conserver. J'étais toute petite, ma grand-mère avait déjà cette boutique, donc déjà toute petite, je vendais déjà un peu avec elle, donc voilà, c'était un peu pour garder un peu la tradition familiale, parce qu'elle a quand même tenu jusqu'à l'âge de quand même 92 ans, donc c'est pas rien. Hein. Donc quand on a ouvert la société, on peut dire qu'elle a pris sa retraite. Alors la jeune femme met en place des animations pour attirer la clientèle. On fait de la grillade le vendredi, des fois il y a un peu d'animation tambour. Au mois de décembre, on a fait des cantiques. Donc voilà, on essaie un peu de ramener certaines choses pour attirer un peu le monde, tout simplement, et puis pour dynamiser le quartier. Des commerçants qui ont su traverser le temps au Verpré, une économie indispensable dans ce quartier qui aime tant rappeler son indépendance au reste du Robert. Le Verpré, une grande histoire de famille, justement, dans le reportage qui va suivre. Nous irons chez l'une d'entre elles. Pas n'importe laquelle, on verrait une histoire assez originale, celle d'un jeune Martiniquais parti à l'âge de 19 ans, qui part à la guerre au Vietnam précisément, qui rentre en Martinique avec sa femme, une famille possédant une triple identité créole, française et vietnamienne. D'ailleurs, l'un de mes tout premiers mots vietnamiens que j'ai appris avec cette famille, Taibo, tout de suite le reportage de Loïc Régis. Il vini prend main et puis moun il te doit combattre. À force prend main, Milik a tombé en joue, à son petit manzel, tout belle, tout douce.
Anissé Roisier et sa femme Bouitidam, célébrés par leurs enfants pour l'anniversaire du patriarche. Alors partis combattre en Indochine en 1948, ils tombent amoureux et se marient en 1964. Au début, sa belle famille avait un peu de mal, mais la personnalité d'Anissé a fait la différence. Papa, bon, c'est un grand noir. Les Noirs, hein, vous savez comment ça se passe dans le monde et tout. Donc il a su trouver sa place. C'est ce qui est bien. Il a su par le travail, l'honnêteté, il a su montrer qu'il était quelqu'un de, voilà, qu'il était un humain comme les autres et qu'il méritait le respect. De cette union naissent 9 enfants, 6 au Vietnam et 3 en Martinique. Quand le foyer s'installe ici en 1965, le mélange des cultures prend alors tout son sens. Je suis née dans la culture martiniquaise. Mais la grande particularité, c'est que maman, qui est vietnamienne, on avait tendance à vivre entre nous, ce qui fait que j'ai beaucoup gardé de la culture vietnamienne. Puisque à la maison, papa et maman, ils parlaient vietnamien. Donc on a été habitués à entendre le vietnamien. On mangeait vietnamien, le riz tous les jours. Dans la maison, quelques photos. À l'époque, beau-père, voilà mon père, ma mère et mes frères et sœurs. En 1963, ça. Des clichés symboliques, un patrimoine à conserver. C'est la famille. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut quand même regarder pour laisser un souvenir. C'est une histoire qui est très riche, de façon pour, même si à l'avenir, plus tard, on laissait une mémoire pour la génération future. Grandir en Martinique ne supprime pas leurs origines asiatiques. Chaque voyage au Vietnam est un moment spécial. Là où il va au Vietnam, ouais, c'est un côté honnête, hein, même si je ne suis pas resté longtemps là, puisque je suis arrivé ici à Martinique. Ouais, Martinique en an. Mais les mal là, je me senti un bagage fort. Un mélange des cultures basées sur l'amour. Anissé et Bouitidam ont fêté leur noces d'or en décembre 2017, 50 ans de mariage. Papa et maman nous, qui ont montré la jeunesse, chimé la vie, chimé l'amour. Roulons belle-main, papa et maman nous. Bravo. Voilà, belle famille en tout cas. Nous allons accueillir maintenant M. Roisier, Anissé, hein, qui est le chef de famille. Hein. C'est vrai qu'on a vu les enfants, on a vu, on a une partie de l'histoire, en tout cas une belle histoire que vous vivez et que vous avez vécue avec votre famille. Monsieur Anissé Roisier, vous, évidemment, on le sait, vous avez fait la guerre d'Indochine. C'est à ce moment-là que vous avez rencontré votre femme. Vous faites partie de ces rares Martiniquais qui ont eu un tel destin, c'est ça, si on peut dire. Ouais. Et donc l'histoire, comment c'était? C'était dans les années 50, c'est ça? Vous étiez à la guerre et puis... Oui, dans les années 50. Hein. Oui. Comme j'ai dit, mais je fais des séjours au Vietnam. Mais bon. Et puis alors finalement, bon, mon histoire, c'est qu'après mon deuxième séjour au Vietnam, en Indochine, maintenant on dit le Vietnam, mais avant... Vous avez 19 ans, vous aviez 19 ans. Avant c'était l'Indochine. Pourquoi on dit l'Indochine? Parce que l'Indochine, il y avait 3 pays qui étaient... Il y avait le Vietnam, le Cambodge et le Laos. C'est pourquoi on disait Indochine. Maintenant on ne dit plus Indochine parce que bon, c'est le Vietnam. Hein. Alors bon, j'ai fait la guerre du Vietnam. Mais il faut dire que j'ai fait, pour mes séjours, j'ai fait 3 ans comme militaire de l'armée française. J'ai fait un deuxième séjour pour 2 ans dans l'armée française. Après les 3 ans, il me restait encore 2 ans à faire. Bon. Il faut signaler que vous n'étiez pas dans les compagnies de combat. Hein, non, je n'étais pas dans les compagnies d'intervention. J'étais plus au magasin. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que vous rencontrez... J'ai pas été directement... Oui, dans ce contexte-là, pardon, que vous avez rencontré votre femme. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré ma femme. Ouais. Et comment ça vous est venu l'idée comment ça s'est passé, pour cette histoire? Déjà, on imagine que ça n'était pas facile de rapatrier, de faire sortir Madame Roisier du Vietnam, l'emmener en Martinique. Non, c'est pas passé exactement comme ça. Bon. Après mon deuxième séjour au Vietnam, en 1955, il y a eu ce qu'on appelle la fin de la guerre du Vietnam. En 1954. Normalement, en 1954, les Français devaient laisser le Vietnam définitivement, avec plier bagages et puis retourner chez eux. À ce moment-là, je suis resté au Vietnam. C'est le problème, c'est pas
les Français sont partis, moi je suis resté. C'est là mon problème. Alors j'ai une autre histoire encore, parce que bon, pourquoi je suis resté au Vietnam après le deuxième jour? Ils m'ont dit, bon, parce que je connaissais ma femme déjà. Non, le destin, après mon premier séjour, je suis parti, j'ai laissé madame manger avec ma femme, avec un enfant. Là, j'étais affecté, j'ai fait mon premier séjour dans la deuxième ville du Vietnam, qui s'appelle Haiphong. Au Vietnam, il y a deux grandes villes. Il y a Hanoï et Haiphong. J'étais à Haiphong. J'ai laissé la femme à Haiphong. Je suis parti en France, je l'avais laissé avec son enfant. Eh bien, ironie de l'histoire, j'ai demandé à retourner. Je pouvais demander à aller en Afrique ou en Nouvelle-Calédonie. Mais vous vouliez retourner. Parce que pourquoi je voulais retourner? Parce que quand vous avez fait 3 ans, vous pouvez demander à aller dans une autre colonie. D'accord. Bon. Eh bien, vous faites traîner. Enfin, avant de vous envoyer cette nouvelle colonie, vous faites traîner. Enfin, ce que je veux dire, ça n'était pas quand même particulier. Je veux dire, ça ne se passait pas toujours comme ça que Martiniquais puisse rencontrer une femme étrangère. Et comment ça s'est vécu quand vous l'avez ramenée en Martinique? Bon, quand vous l'avez ramenée, c'est mon deuxième jour. Je vous dis que là, je suis resté au Vietnam. Je ne suis pas retourné avec les Français. Et puis là, bon, parce que elle avait un frère. Parce qu'il y avait 2 camps. Hein. Elle avait un frère qui était directement, avant, on appelait les combattants vietnamiens des Viet Minh. C'était des Viet Minh. C'était l'adversaire, ou bien l'ennemi, c'était les Viet Minh. Elle était du côté du elle travaillait du côté des Français dans le magasin, mais son frère était du côté des Viet Minh. C'est ça le problème. Mais normalement, je devais laisser le Vietnam avec les Français au mois de janvier 1955. Mais alors, hasard du machin, j'ai rencontré son frère qui était du côté des Viet Minh, parce que la guerre était finie. C'est lui qui m'a conseillé de rester. Donc vous avez resté combien de temps encore après la guerre? Je suis resté 10 ans après la guerre. 10 ans après la guerre. Et c'est ça, le retour en Martinique? Et le retour en Martinique? J'ai travaillé pendant 10 années dans une mine de charbon au Vietnam. D'accord. Et puis le retour en Martinique, c'est pas moi, c'est normalement, c'est le gouvernement français. Pourquoi vous avez été artisan dans cette commune, ici au Verpré? Non, c'est pas du Vietnam, là. Je parle du Vietnam, là, maintenant. Oui, c'est ça, non, mais on a fini avec le Vietnam. Là, on revient en Martinique. Comment ça se passe, le retour? Non, mais là, normalement, pour le retour, ce n'était pas du tout facile. Parce qu'il y avait beaucoup de compatriotes qui étaient comme moi. Hein. On avait, c'était des ralliés, des gens qui sont ralliés à la cause du Vietnam. On est resté là-bas. Bon. Et puis alors, en 1965, c'est le gouvernement français et le gouvernement vietnamien qui ont pris la décision de rapatrier. Et puis alors, bon, on a été rapatrié en France. Alors en France, bon, comme je n'avais pas fini mon service militaire en France, je suis retourné à la caserne. Et puis ma femme avec les enfants ont été pris en charge par les assistants sociaux. Mais pendant ce temps, je finissais mon service militaire à la caserne à Marseille. Bon. D'accord. Et puis finalement, bon, après... Et ce retour en Martinique, on va en parler? Oui, ce retour en Martinique, bon, c'est-à-dire qu'on voulait me laisser en France, mais bon, j'ai refusé. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Je demandais au en Martinique. Et ce retour en Martinique, en 1960. Ça s'est passé comment avec la famille, avec les voisins, avec l'entourage? Avec les voisins, c'était pas du tout, pas tellement facile. Hein. C'était pas facile parce que, bon, pour moi, pour avoir resté quelque temps dans une autre culture, bon, notre culture, qui était la culture asiatique, il n'avait pas changé de ça, il était toujours martiniquais. Mais après quelques années de passé, bon, c'était un peu difficile avec la famille. Bon, mais finalement, petit à petit, la femme ne savait pas parler ni français ni créole. Les enfants qui sont nés au Vietnam. Bon, et moi encore, bon, finalement, j'étais parti pour faire la guerre. Voici, je retourne avec une famille chinoise. Bon, et avant, on disait quoi, c'était presque l'ennemi des Martiniques. Finalement, c'était pas facile. Donc vous avez vécu, ça a été difficile? Ça a été très difficile. C'était très difficile. Mais pas tellement pour moi, mais c'était un peu gênant, mais surtout pour ma femme, qui ne savait pas parler ni français, ni créole, ni rien. Elle s'est retrouvée dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et pourtant, elle est restée.
Et pourtant, elle est restée. Jusqu'à ce jour. Elle est restée. Et avec le petit à petit, bon, elle a pris goût. Elle s'est intégrée. Bon. Et puis après, elle ne voulait plus être nouvelle. C'est ça le problème. C'est ça. Elle ne voulait plus être nouvelle. En tout cas, merci pour cette belle tranche d'histoire. Et puis, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. 88 ans, bien portant. Et puis, longue vie, hein, ça va dire. C'est à tous ceux qui ont bravo pour l'équipe. Voilà, c'est merci. Jusqu'à la campagne d'hiver. Merci, monsieur Oisier, en tout cas, pour cette belle histoire familiale, une histoire pleine d'émotions. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine dans d'autres lieux pour d'autres aventures. Très belle soirée. Voilà pour ce beau témoignage d'amour dans votre JT des communes au Vert-Pré. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Pour l'heure, place au sport. Le sport est comme annoncé en début de ce journal, on ouvre cette page avec le temps fort de ce week-end. Évidemment, les finales des playoffs de basket hier soir au Palais des Sports de Rivière-Salée. Les champions en titre se sont imposés. Chez les femmes, la Gauloise n'a pas flanché face au Golden Lion. Et au masculin, les Joséphins ont pris l'avantage sur le Wax à l'expérience. Le récit de ces deux premières finales, Karel Chassol et Michelet François. Au féminin, c'est devant une assistance famélique que débute cette première finale entre la Gauloise en blanc et le Golden Lion. Et si les championnes en titre dégainent rapidement, par la suite, ça manque de justesse technique de part et d'autre. Résultat, le score peine à décoller. Les deux formations règlent la mire et commencent à enchaîner les paniers. La Gauloise, un ton au-dessus, mène de 7 points à la fin du premier quart-temps. Au deuxième, les partenaires d'Ardon accentuent la pression, l'écart se creuse. Et en dépit de quelques réactions joséphines, à la pause, les Trinitiennes mènent 30-17. Au retour des vestiaires, sous l'impulsion de Charlotte Nicolas, notamment le Golden Lion tente de se révolter. Et si la Gauloise met bien 5 minutes avant d'inscrire au panier, dès lors, les Trinitiennes déroulent. À la fin du troisième quart-temps, elles mènent de 25 points. Un écart que les filles de William Fleury conservent lors de l'ultime manche. Elles remportent cette première finale sur le score de 62-40. On est resté longtemps sans jouer, donc là on reprend en marche. Donc on a essayé au moins de contrôler le premier match. L'essentiel c'est d'abord de gagner celui-là. Et après on va essayer de monter en puissance, parce qu'il y a quand même 2 matchs derrière, 3 matchs derrière. Donc pour l'instant on a été lentement mais sûrement. Défensivement on a pu contenir la Gauloise et que par moment offensivement on n'a pas mis beaucoup de points. Donc à force, voilà, c'est un peu compliqué. Et surtout on a eu trop de balles perdues et on n'est pas très adroit au lancer franc. En général on n'est pas très adroit mais au lancer franc c'est le pire. Chez les hommes, pas de temps à perdre pour le Golden Lion en rouge. Sur l'engagement, les partenaires de Dijon ouvrent la marque. Le Wax lui répond immédiatement. Le ton de la partie est donné. Le début de rencontre est rythmé et équilibré. Si les franciscains, grâce notamment à leur ancien pro Kunz, tentent de rester au contact, les Joséphins, avec des shoots à 3 points comme celui-ci de Rakil, font la course en tête. À la fin du premier quart-temps, ils mènent 27-20. Au second, le match ne change pas de physionomie. Les deux formations se rendent coup pour coup. Mais à ce petit jeu, le Wax se montre meilleur. Les hommes de Ramassami reviennent à 2 longueurs à 1 minute de la pause. Elle intervient sur le score de 44-39 en faveur des partenaires de Dijon. Dès la reprise, Francis Dona donne le ton. Imité par Nijan, en 2 minutes, l'écart passe de 5 à 10 points. Et si le Wax réagit, les Joséphins ne flanchent pas.
À la fin du troisième quart-temps, ils mènent de 14 points. La dernière manche est aussi animée que le reste du match. Dans un premier temps, les franciscains reviennent à 10 points. Mis sous pression, les Joséphains résistent et s'imposent sur le score de 82-69. Assez souvent, on commence un petit peu timidement nos matchs. Bon, maintenant, j'avais demandé au bonhomme quand même de mettre un petit peu d'agressivité au début du match, sachant que les Wax, ça met de l'agressivité tout le temps. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. En même temps, il fallait gérer. Et comme je l'avais dit aussi, psychologiquement, il est très important de gagner le premier match. On a manqué un peu de fraîcheur par rapport à la grosse semaine qu'on a eue. On a joué mercredi très tard. Et ensuite, les joueurs travaillent dans la semaine. Donc, de rejouer ce soir sans avoir eu de temps de repos, plus un peu ce qui s'est passé au niveau des intempéries au François. On a été pris un peu partout. On n'a pas eu le temps de repos. Hier soir, on n'a pas pu s'entraîner non plus parce qu'il fallait récupérer, tout simplement. Donc, on a manqué beaucoup de fraîcheur, de lucidité sur certaines actions. Suite de ces finales en ce moment même, depuis 18 h chez les femmes, le Golden Lion est face à la Gauloise. Et à 20 h, toujours au Palais des Sports de Rivière-Salée, au masculin, le Wax tentera de réagir face au Golden Lion. Et des résultats à retrouver dans votre page sport de demain. En plus du basketball, il y avait également les playoffs de volleyball, les demi-finales. Également au programme de ce week-end au niveau sportif, la suite des championnats en sport collectif. On fait le point avec le résumé de Karel Chassol. En volleyball également, on dispute les playoffs ce week-end, mais on en est au stade des demi-finales retour. Chez les femmes, vainqueur à l'aller, le Rayon a récidivé face à l'Éveil et valide sa place en finale. Si le premier s'était disputé, c'est tout de même le Rayon qui l'emporte 25-22. Le second est plus maîtrisé par les Ansoises qui se l'adjugent 25-16. Au troisième, l'Éveil se réveille et bouscule quelque peu son adversaire. Les Îles-Hélènes le remportent 25-22, mais ce n'est qu'un feu de paille. La quatrième manche revient au Rayon 25-16. Les Ansoises valident donc leur ticket pour la finale 3-7-1. Chez les hommes, il faudra disputer une belle pour connaître le nom du premier finaliste des playoffs. Le dernier Arlésien a tourné hier soir à l'avantage du Rayon qui égalise à une victoire partout. Si les Ansois s'adjugent les deux premiers sets, le RCA réagit lors du troisième. Mais au forceps, le Rayon remporte le quatrième set et le match 3-7-1. Il faudra donc jouer une belle demain. Depuis 18 h se joue chez les femmes l'autre demi-finale entre le Smash Club et l'Espoir. Chez les hommes, à 20 h, le Good Luck sera face à l'Espoir. Des rencontres qui se déroulent au Palais des Sports de Trinité. En football, début hier soir de la 22e journée du championnat de Régional 1 et elle a été marquée par de nombreuses surprises. La première, la défaite de l'Aiglon battue 2-0 par le Golden Star qui enregistre là sa première victoire de la saison. Autre surprise, la défaite à domicile du RC Rivière-Pilote battu par le New Star 3-2. Partage des points dans le derby joséphin ainsi qu'entre la Samaritaine et le CS Casse-Pilote. Cet après-midi, partage des points entre l'Essor et l'Émulation et victoire de la JS Eucalyptus 3-2 aux dépens du Good Luck. Il s'agit là de la 4e consécutive de la formation franciscaine. Au classement, en attendant le choc Club Colonial Club franciscain qui aura lieu mercredi prochain, le Golden Lion est leader avec 2 points d'avance sur le Club franciscain, 5 sur la Samaritaine et 6 sur le Racing, les Clubistes et l'Aiglon. En bas de tableau, on retrouve le Golden Star, la JS Eucalyptus et le CS Casse-Pilote. En handball féminin, la 17e et avant-dernière journée du championnat de pré-national s'est ouverte hier soir par notamment le choc USC Citron Réveil Sportif, une rencontre qui s'est soldée par un score nul. L'Arsenal a disposé du RC Lorrain 44-23. Enfin, le Giraudoute a pris le meilleur sur l'Étoile de Gondo 29-14. Chez les hommes également, cette 17e journée s'est ouverte hier soir avec 2 chocs. L'Étoile de Gondo a battu l'Espoir de Floréal 25-23. L'USC Citron aussi s'impose face au Réveil Sportif 33-32. Enfin, Sainte-Anne-Cap-Sandis a battu l'Éveil de Carabin 30-29. Suite de cette journée chez les hommes comme les femmes ce soir, nous y reviendrons demain. On en parlait hier, le tournoi international de tennis junior de Martinique. Il a commencé aujourd'hui, 110 participants réunis au Diamant jusqu'à samedi prochain. On fait le point sur cette première journée de compétition qui compte pour le classement mondial avec ce reportage de José Le Chertier.
C'est avec un magnifique ciel bleu et un soleil de plomb que débute ce tournoi ITF Junior. À gauche, Jory Chungalong de la Martinique. À droite, Arnaud Mercury de la Guadeloupe. Les deux Antillais à ouvrir le bal étaient respectivement opposés à Ethan Churchill du Canada et Richard Zussman des États-Unis. Face aux Canadiens, Jory a trouvé un adversaire de taille. Pour sa première participation au tournoi ITF, le jeune Martiniquais a supporté de bons coups. Malheureusement, pas suffisant pour contrer les attaques de Churchill. Jory s'incline au premier tour sur le score de 6-3, 6-2. C'est une très bonne expérience. J'ai pu voir c'est quoi le au niveau junior et ça m'a beaucoup plu et je pense que même s'il y a eu une défaite, je pense que je n'ai pas été ridicule devant l'adversaire. Je l'ai trouvé très fort, c'est différent de jouer contre des joueurs d'autres pays. Donc là c'était le Canada, donc ça fait plaisir de rencontrer des joueurs qui jouent à travers le monde. Sur le court d'à côté, c'est aux Guadeloupéens d'en découdre face à l'Américain. Les coups sont puissants, les échanges sont fournis. Arnaud ne parvient pas à trouver le point faible de son adversaire. Il perd sur le score de 6-2, 6-0. L'adversaire a bien joué. Il jouait mieux que moi. Il avait un bon service, un bon coup droit. Il était solide partout. Et moi, j'ai juste essayé de contrer, de faire ce que je pouvais. Le champion de Martinique 2016, Théo Félixine, a joué face au Mexicain Santiago Diaz. Une rencontre ponctuée de nombreuses fautes directes pour le Martiniquais. Ce manque de régularité se paie cash. Il perd 6-3, 6-1. Début timide pour la Martinique et Guadeloupe. La compétition suit son cours jusqu'à samedi prochain, date des finales. À suivre dans nos prochaines éditions, c'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés cette visite du préfet de Martinique au François ce matin. Les annonces en fonds d'urgence débloquées prochainement pour les familles sinistrées par les pluies diluviennes de lundi. Le dossier de catastrophe naturelle sera déposé la semaine prochaine en préfecture. 62 accueillants familiaux ont en charge 120 personnes âgées ou en situation de handicap en Martinique, un métier qui a de l'avenir. Vous avez pu entendre le témoignage de ces professionnels. Nous avons parlé santé avec l'hémophilie, cette maladie génétique qui touche 400 Martiniquais. C'est un peu plus que dans l'Hexagone, une maladie qui notamment touche la composition du sang. Enfin, votre page sport, on vient de le voir, le basket avec les playoffs qui se poursuivent et donc ces premiers matchs hier soir, victoire de la Gauloise contre le Golden Lion chez les filles, défaite du WAX face au Golden Lion. À suivre la météo présentée par Fortuna. À 20h, votre émission The Voice avec le premier direct. On se retrouve demain avec grand plaisir. Excellente soirée à vous.